Les amis, on est le lundi 19 août et la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo pour une très bonne raison. Je suis allé avec ma femme accueillir. J'ai fait tomber. Je suis allé accueillir ma belle-sœur, mon beau-frère et leurs deux charmants enfants qui sont des adolescents ou des préadolescents à Cancun parce qu'ils viennent s'installer au Mexique. Et oui, le Mexique, place to be. Tout le monde vient. Alors bon, ma belle-sœur, elle est mexicaine, comme ma femme du coup, évidemment. Donc c'est un retour aux sources, mais même s'ils ne sont pas originaires de Cancun. Donc ça, c'était bien cool. On a passé un super week-end, mais ça a obligé à nous réorganiser pour le terrain. Et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et j'avais clairement pas le temps de faire une vidéo, ni assez de contenu. Là, par contre, j'ai énormément de trucs à raconter. Par quoi je commence? Donc je me suis, ça y est, les engrais étaient prêts. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo d'avant, je vous expliquais, j'avais deux types d'engrais. Le premier, c'était de faire pousser déjà des aloe vera, parce que ça, c'est des gros boosters de développement pour beaucoup de plantes, potagères, mais pas seulement, même les orangers, enfin tout ce qui est agrumes. Et le deuxième, c'était de faire fermenter des déchets verts dans de l'eau. Et là, ça y est. Donc je vous ai fait une petite vidéo quand j'ai ouvert, je vais vous la mettre maintenant. L'engrais est prêt. J'appréhende un peu d'ouvrir là, parce que d'ici je sens légèrement déjà l'odeur, alors que la poubelle remplie d'engrais est entièrement fermée. Tout est là. On va découvrir ça ensemble. Donc ça fait 2 semaines que dedans j'ai en gros de l'eau et des plantes, des déchets verts qui macèrent. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue. Je vais voir si... Regardez. Alors ça pue, on dirait, ça me rappelle... Comment expliquer ça? Ah, ça pue. Oh là là. Ah, c'est une infection. Et ça me rappelle comme une étable avec des chevaux ou un truc comme ça. Ça pue. Et là, on voit des petites bulles qui sortent là. Donc l'idée, c'est de dégager tout ce qui est vert. Donc je ne sais pas encore comment. Et après, d'utiliser une bonbonne d'eau vide pour aller irriguer les arbres un par un. Ok, 500 ml à chaque arbre. Et puis on va voir ce que ça donne. On va faire ça pendant quelques mois d'affilée. On va voir ce que ça donne. Ça puait, hein. Vraiment ça puait. Donc j'ai remué un coup. J'ai utilisé un râteau pour sortir les déchets verts qui n'étaient pas encore dissous. Parce qu'il y avait quelques déchets verts, pas beaucoup au final. Que j'ai mis dans mon tas de compost. D'ailleurs, en mettant les déchets verts, enfin le reste des déchets verts dans le tas de compost, je me suis rendu compte d'un truc assez amusant. Hop, je vais vous le montrer. Donc, les déchets verts qui poussent, c'est ça. Et ça, il y a un truc qui pousse là. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un manguier. J'ai un manguier qui spontané. Enfin, spontané, non, c'est parce que là, j'ai jeté beaucoup de déchets. Et il y en a un dans le tas qui a germé. Enfin, une graine, enfin un noyau de manguier, pardon, qui a germé. Donc ça, c'est super, c'est une super bonne surprise. Si je reviens à mes engrais, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bidon de 5 litres que j'ai rempli. Alors, faut mettre les mains dedans. Vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de mettre les mains dedans, donc ça pue. Mais a priori, avec un peu de savon, ça part. Donc vous remontez les manches pour éviter de contaminer vos vêtements. Et vous y allez. Alors ça, c'est une poubelle de 100 litres. Donc en gros, j'ai rempli 20 fois mon bidon, un peu moins, je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, pour chaque arbre, tous les arbres fruitiers et quelques arbres non fruitiers, j'ai mis cet engrais-là. Donc j'ai mis 1 litre, environ un peu moins d'1 litre, parce que j'ai un peu plus de 100 arbres. Et j'ai pas fait comme la personne, la connaissance que j'ai, qui m'a expliqué cette méthode-là. Il vit pas très loin d'ici, enfin pas très loin, tout est relatif, à moins de 100 km. Et il a un ranch de plus de 100 hectares, je crois, 120, 130 hectares. Donc 130 hectares, ça commence à être très très gros. Moi j'ai 6 hectares ici. Là, ce que vous voyez, là, ça fait à peu près 4000, 5000 mètres carrés. Donc je crois que j'avais calculé, j'ai 7 ou 8% de la surface que j'ai défrichée. Donc c'est que dalle et c'est énorme à la fois, quoi. Donc lui, avec ses 120 hectares là, je sais pas ce qu'il fait, mais il a de la surface pour faire toutes les expérimentations. Et ce monsieur, donc c'est ça, il met
il remplit à moitié de la poubelle de déchets verts, il remplit jusqu'en haut d'eau et il laisse comme ça pendant 2 semaines, il ferme la poubelle évidemment et il laisse comme ça pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines c'est prêt, il arrose, donc lui il met 500 ml. Bon là comme je commence j'ai mis 1 litre, presque 1 litre, je suis allé un peu plus fort que lui. Et après quand je serai dans une récurrence je diminuerai peut-être la quantité progressivement. Et lui dans ses expériences ça lui a permis de constater que ça marchait très très bien sur les abeilles. Moi, la seule chose différente que j'ai faite de lui, c'est que j'ai gardé un fond. Donc, j'ai pas utilisé tout l'engrais. J'ai gardé un fond du liquide fermenté et j'ai re-rempli la poubelle de déchets verts. On peut ouvrir hein, de déchets verts tout neuf et d'eau. Alors, pourquoi j'ai gardé un fond? C'est pour tous ceux qui font du... je sais pas si parmi ceux qui me regardent, il y en a qui font du kombucha, du levain, ce genre de choses. En général, vous gardez le levain, vous êtes obligé de repartir de votre souche qu'on appelle mère et de la réalimenter. Le kombucha, vous gardez un peu de votre kombucha que vous avez effectué pour refaire une tournée. Tout ça, ça permet de faciliter la fermentation, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais avec ça, vous êtes sûr que déjà la fermentation elle part dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est les bonnes bactéries qui se développent. Parce qu'il y a déjà le milieu qui est presque prédisposé pour elle. Et en plus, vous accélérez. Donc je me dis, est-ce que ça va me permettre d'aller plus vite? Est-ce que ça va le rendre plus efficace? On va voir, c'est un test. Donc engrais, c'est fait. Donc la seule chose, c'est que je me suis trimballé. Donc avec un bidon, je faisais 5 arbres en gros. Comme c'est un bidon de 5 litres, je faisais du coup en gros 1 litre par arbre. Des fois, j'en mettais un peu plus quand c'était un gros arbre ou par exemple mon figuier qu'on va aller voir tout à l'heure, qui était en mauvaise posture il y a quelques semaines. Et quand c'était un arbre qui était un peu moins développé, je mettais un peu moins pour éviter le rendre obèse. Mais le problème, c'est que c'est facile à calculer. Il y a 100 arbres, c'est un bidon de 5 litres, ça fait 20 allers-retours. Putain, c'est chiant. Alors je me dis, je pourrais partir avec 2 bidons. Donc ça diviserait par 2 le nombre d'allers-retours, mais c'est pas super pratique parce que les bidons de 5 litres, vous avez besoin de vos 2 mains. Donc j'ai pas encore trouvé la solution la plus optimale pour utiliser cet engrais potentiellement miraculeux. Mais voilà, j'y travaille. Je suis venu jeudi et jeudi c'était la tempête. De lundi à jeudi, donc lundi quand on est rentré de Cancun, on a eu les 100 derniers kilomètres, c'était une tempête. Je voyais que la voiture de devant, je voyais que les warnings. Donc on roulait tous sur l'autoroute en file indienne. On se faisait doubler évidemment par des camions, enfin c'était l'apocalypse, mais on s'en est tous sortis. Et depuis de lundi à jeudi, ça a été comme ça. Grosse tempête. Et donc jeudi, je devais aller sur le terrain, j'y suis quand même allé. Et sur toute la route, ça a été... il y a des voitures qui n'arrivaient plus à circuler, qui étaient coincées parce qu'il y avait des inondations, elles ne passaient plus. Il y avait des motos qui étaient stoppées au milieu des... vous savez, les routes, ici des fois il y a des creux, et donc l'eau s'accumule à cet endroit-là, et une moto a été noyée. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je ne ferais pas demi-tour? Parce que déjà, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Et en plus, qu'est-ce que je peux faire sur le terrain? Si c'est vraiment une tempête, je peux rien faire, quoi. Parce que, ouais, je peux aller marcher, mais je peux rien faire techniquement. Quand il y a de l'eau partout, qu'il pleut, c'est pas des conditions super sympas pour... Mais je me suis dit, je suis pas allé ce week-end, il faut quand même que j'y aille vérifier qu'il n'y ait pas eu de problème. On ne sait jamais, si j'ai besoin de réagir, je regretterais si je le fais pas. Et j'arrive et c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que je vais vous montrer... On va aller voir la mare une première fois, parce que j'aimerais bien vous expliquer 2-3 trucs dessus après. La mare ici, donc je commence à marcher, et puis je me dis, tiens, c'est marrant, il y a de l'eau ici, quoi. Je me dis, c'est comme des flaques d'eau. Et j'arrive au niveau de la mare, et mes pieds baignaient, c'est-à-dire que j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles ici, à ce niveau-là. Là, j'avais vraiment de l'eau jusqu'aux chevilles. Et donc, je me dis, il y a un truc qui me choque, et en fait, il y avait tellement d'eau qui avait coulé sous les bâches, que les bâches étaient remontées ici. C'était impressionnant. Donc je vais vous mettre une vidéo. Mais le trop-plein que j'avais fait, où j'étais fier, chaque fois que j'arrivais, il n'y avait jamais d'inondation. Le trop-plein, celui-là, c'était un lac. C'était un lac, j'avais jamais vu ça. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. Je me disais, ma mare, elle est bien remplie, quoi. Et je vois même la bâche se soulever là-bas. Et là, je marchais dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà les limites du trop-plein. Même le tremplin, il est rempli, mais à ras-bord, quoi. Donc là, il n'y a rien à faire. Faut juste patienter. Donc voilà, c'est impressionnant. Et là, je reviens quelques jours après. Voilà, l'eau, elle a été absorbée. Il n'y a aucun problème. Je vais vous mettre une autre vidéo
de ce grenadier. Là, non, il est là, pardon. Hop. Alors regardez-moi toutes ces fleurs. Donc là, le grenadier, c'était, il était inondé et tous les arbres, c'était le cas. Et là, j'ai commencé pas à paniquer, mais je me suis fait peur. Je me suis dit, en fait, vous savez, quand vous avez trop d'eau au niveau des racines, vous les asphyxiez, ça peut vous tuer vos arbres. Après, j'étais confiant parce que je me suis dit, ok, ça fait 2 ans. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait 2 ans que j'ai ce terrain-là. Et c'est quelque chose qui devait être récurrent. Donc, j'imagine que la plupart des arbres le tolèrent. Alors après, moi, j'ai fait venir des espèces qui ne sont pas locales. Je me suis dit, bon. Mais voilà, regardez, c'est entièrement sec. Et je vais vous mettre la vidéo maintenant de comment était le trou quand je suis passé jeudi. Oh, et puis il n'y a pas que mes trop-pleins qui sont remplis d'eau. Hein. Regardez les trous de plantation. C'est incroyable. Tout ce qu'il est tombé là. J'espère que je ne vais pas avoir trop de casse, mais tous les trous de plantation sont remplis d'eau. Il n'y en a pas un sans exception qui n'est pas rempli d'eau. Regardez. Mais moi je m'enfonce dans 30 cm d'eau. Regardez. Incroyable. Voilà. Hein, ça n'a rien à voir. Donc là il refleurit. Et lui par exemple c'est un arbre où j'étais un petit peu généreux sur l'engrais. J'en profite d'être ici pour vous montrer le bananier. Je ne sais pas si je l'ai montré en vidéo, je l'ai monté dans les shorts. Mais ça y est, le bananier il a commencé à faire des bananes. Alors c'est la variété, je crois que c'est la variété de Tabasco, c'est des petites bananes. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment des bananes poussent, c'est super marrant. Alors vous avez peut-être vu des régimes de bananes, mais là regardez, il y a une fleur de bananier. Ok. Voilà, il faut que je fasse gaffe. Il y a des guêpes qui me tournent, enfin qui sont tuées, elles sont pas agressives, mais on sait jamais. Et donc en fait, à chaque fois que la fleur, ouvre une pétale, dessous il y a des bananes qui apparaissent. Et au fur et à mesure, regardez, donc là c'est les plus récentes. Là, c'est les plus récentes. Elles vont passer comme ça. Après, elles grossissent là. Après, elles grossissent comme ça. Elles grossissent comme ça. Donc là, je crois que j'ai un mois avant que ça devienne mature. Et si vous regardez le plan, il fait quoi? Bon, la feuille la plus haute, elle est quasiment à ma taille. Mais la base du tronc, là d'où sortent les feuilles, c'est quoi? C'est la hauteur de mon genou, quoi. C'est pas très haut. Donc, comme le trou est plus profond, ça fait peut-être 1 mètre. Et 1 mètre, il sort déjà des bananes et il a un autre rejeton. Lui, c'est le 4e rejeton qu'il fait. Il y en a 3 que j'ai pu disséminer sur le terrain et un qui est mort. Que j'ai disséminé mais qui est mort. Donc je suis super content. C'est mon premier régime de bananes qui pousse sur la plantation. C'est un putain de succès. Pardon, c'est un très bon succès. Ensuite, revenons à l'histoire de l'inondation. Il y avait, quand j'ai posté un short en réel, je ne sais jamais comment ça s'appelle sur YouTube, j'ai eu un commentaire qui me dit, tu sais, tu devrais creuser des fossés. Bah ouais, ce que j'ai fait avec le trop-plein, on a vu trop-plein rempli quoi. Et j'avais vraiment partout sur le terrain de l'eau jusqu'aux chevilles. C'était pas des flaques d'eau, c'était vraiment comme si c'était une piscine. Et en fait, moi j'ai déjà un fossé en fait ici. Là, tout le long. Et tout ce fossé-là, là, ce trou, on n'en parle pas, il était inondé. Tout ce fossé-là était entièrement rempli d'eau. Je crois que j'ai une photo ou une vidéo de ça là. Ici, là. De cette partie-là, j'ai pris, je crois, une photo, une vidéo. Je vais vous la mettre. C'est impressionnant. Là, il y a 80 cm. Il y a 80 cm, je crois, de profondeur. On dirait pas, mais parce que les tuyaux, ils sont... En fait, ça, c'est je rappelle, hein, c'est pour mon irrigation. Tous mes tuyaux d'irrigation sont là-dedans et j'ai recouvert de pierre pour éviter que les UV massacrent mes tuyaux. Parce qu'ici, les UV, ça tue tout. J'ai des robinets que je dois déjà changer alors que ça fait 1 an que je les ai mis ou 1 an et quelques mois. Donc voilà. Donc je suis super content au final. Je me suis dit, mais putain Laurent, pourquoi t'as pas fait demi-tour et tout? C'était complètement con. Mais quand j'étais là et que j'ai vu comment se comportait le terrain, voilà, en cas de forte pluie, oui, j'ai de l'eau. Je peux avoir 10-15 cm d'eau, mais après ça s'évacue mais très très vite. Et le terrain il est sec là. Alors il a plu un tout petit peu hier, mais il est sec. Peut-être des petites nouvelles de mon figuier, vous vous souvenez, ça va me faire la transition avec le dernier sujet dont je voulais parler. Donc le figuier, il était entièrement attaqué, toutes les feuilles étaient mortes et tout. Et là regardez, il est reparti. Donc je suis super content. Donc est-ce que c'est le produit que j'avais acheté à la foire aux plantes qui a fonctionné ou est-ce qu'il devait repartir? J'en ai aucune idée. L'autre il repart mais un peu plus chétivement.
Mais celui-là, il repart bien. Donc je suis content. Lui, il a eu sa petite dose d'engrais aussi. Les figuiers, c'est des trucs c'est des arbres un petit peu, comment on appelle ça, gourmands. Et donc pourquoi je parle de ça? Voilà. Regardez le joli papillon qui s'est posé là. Tranquille. Tout à l'heure, il y en a un qui s'est posé sur moi, tu vois. Enfin bref. Pourquoi je parle de ça? C'est que quand j'ai... ce week-end, j'avais mes beaux-parents, j'avais ma belle-sœur et beau-frère qui sont venus à Mérida. Enfin, 2 belles-sœurs et beaux-frères et mes neveux qui étaient venus à Mérida pour passer quelques jours ici avec nous. Et le grand-père, donc le père de ma femme, avait décidé de planter un arbre avec... Enfin, on avait discuté de planter un arbre avec les enfants. C'est très sympa. Et donc, on avait emmené les enfants, il y avait une foire aux plantes hier, dimanche. Et donc, on faisait le tour de la foire aux plantes. Je trouvais rien qui me plaisait, moi, pour le terrain. Et puis, à un moment, je vois un mec qui a vraiment l'air la tête locale, quoi. Il est vrai Yucatecos, monsieur. Il me regarde, on se regarde, et il avait un tout petit carton avec des trucs. Et il vendait une variété de bromélia. Bromélia, c'est des trucs un petit peu à épines. C'est pas fait pour être touché, mais c'est des plantes aériennes. C'est assez marrant. Ça se colle, en fait. Ça fait un peu comme des orchidées. On les enroule autour des arbres, et ça capte l'humidité dans l'air, et puis ça fait des feuilles... c'est assez amusant, des feuilles colorées. Et donc du coup, on parle, et puis je lui demande ce que c'est, on discute. Et puis le gars, il voit avec les interactions que je connais un peu. Et puis moi, je vois bien que le mec, c'est pas juste un vendeur. En fait, il connaît très très bien les produits et tout. On parle des plantes natives et tout. Mais en fait, qu'est-ce que je découvre, c'est que ce gars, il fait partie d'un programme auquel on va adhérer avec ma femme qui s'appelle Sème la vie en espagnol. Et que, en fait, lui, il est pépiniériste, il fournit des arbres à ce programme-là pour que les agriculteurs comme moi puissent les déployer. Et en fait, on a vachement échangé, et notamment, on a échangé sur le figuier. Je lui ai montré les photos du truc. Et il m'a dit, non, mais ça, c'est parce que tu as eu un champignon. Je lui ai dit, oui, mais j'avais des bestioles. Et il m'a dit, non, les bestioles, elles sont venues parce que le champignon, il a commencé à désagréger les plantes. Et du coup, ça a fait une porte d'entrée pour les bestioles. Mais sinon, ces petites bestioles, elles viennent pas attaquer ton figuier. C'est juste qu'il était très mal en point. Donc il m'a dit c'est un traitement que tu mets pour tuer le champignon, et puis voilà, c'est lié à l'humidité ici, quand il pleut, les feuilles de figuier elles n'aiment pas ça. Et donc j'ai pris ses coordonnées, et ce gars, j'en ai parlé à ma femme, et je veux vraiment qu'on aille s'inscrire dans ce programme-là, parce que j'ai envie déjà de les faire venir ici, parce qu'en fait ils font une visite sur site, hein, ils regardent déjà votre terrain, parce que ils sont censés vous apporter un soutien logistique, matériel et parfois financier. Et donc du coup, avant de vous donner de l'argent, entre autres, ils viennent voir votre terrain s'il existe, ils viennent voir ce que vous allez faire, et ils viennent discuter un peu de votre projet. Et moi, mon projet, c'est simple, hein. Je veux sauvegarder des espèces natives dans le Yucatan, mais pas seulement. Pas seulement, je vais vous donner un exemple, c'est le grenadier qui est là, qui fleurit bien, c'est un grenadier local. Et voilà. Il fait des grenades qui sont un peu petites, et honnêtement, c'est pas un fruit délicieux. Enfin, c'est pas les belles grenades où vous avez des grains rouges chiants et que vous dites ah c'est délicieux, et voilà. C'est pas du tout ça, c'est pas les variétés Wonderful que vous connaissez. Donc du coup, j'ai planté d'autres grenadiers que j'ai fait venir. Des grenadiers, notamment le Wonderful. J'ai planté des grenades, je crois que celui qui est par là, c'est une grenade noire, un grenadier noir. Donc il est censé faire des grenades noires. Ce que je me dis ici, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont pas curieux de voir ce qui existe dans les autres pays tropicaux. Donc c'est très dur de trouver par exemple du durian. Moi j'aimerais bien planter du durian. Et si ça pousse en Asie du Sud-Est, qui a un climat chaud et enfin tropical comme ici, pourquoi ça pousserait pas là, quoi? Donc c'est ça le projet que j'ai. Donc j'aimerais bien sauvegarder des espèces locales, mais surtout j'aimerais pouvoir importer des espèces qui fonctionnent bien dans des pays d'Afrique tropicale ou d'Asie tropicale, pour que on trouve des nouveaux débouchés ici. Et notamment parce que par exemple des longaines, pour ceux qui connaissent ce fruit là, qui ressemble un petit peu au litchi, mais une fois que vous avez mangé des longaines, vous achetez que des longaines en fait, vous mangez moins de litchi, parce que c'est vraiment beaucoup plus sucré, c'est beaucoup plus... Moi je trouve que la chair est plus agréable à manger. Et ici les longaines, ça n'existe pas. Ils ne connaissent même pas ce fruit là. Donc ça m'embête. Les fruits du dragon, ils n'ont qu'une seule variété ici, alors qu'il en existe une palanquée. Donc j'aimerais développer un petit peu tout ça, quoi, pour avoir des débouchés plus sympas que de vendre des fruits qui sont uniquement locaux,
et qui sont pas toujours les meilleures variétés, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Bah, des fois, il faut savoir accepter que, même si je dis pas qu'il faut pas la sauvegarder, que la grenade locale ou que je sais pas, le fruit du dragon local, c'est pas le meilleur de la planète. Et bah du coup, si on peut faire d'autres variétés localement, bah pourquoi pas y aller, et puis bah pourquoi pas devenir un centre de production pour le pays ou voire pour les États-Unis, quoi. Donc voilà, et puis je me dis, bah après je suis peut-être un petit peu optimiste, mais j'aimerais bien voilà, faire partie d'une communauté de gens qui connaissent, qu'on leur, comment on appelle ça, préjugés, parce que comme nous tous, hein, il y a beaucoup de choses qu'on fait pas parce qu'on dit ça marchera pas. Je vais m'asseoir un coup parce que je suis crevé. Qu'on fait pas parce que bah voilà, on a entendu dire notre voisin qui nous a dit ouais ça marche pas, moi je fais comme ça. Et du coup on est tenté de faire pareil pour gagner du temps. Mais j'aimerais bien aussi faire mes propres expériences. C'est ce que je fais là avec l'engrais. J'ai suivi les conseils de la connaissance, mais je les change déjà légèrement. Parce que basé sur mon expérience, je sais que la fermentation, on peut réutiliser le produit fermenté pour accélérer la fermentation, ou voire l'amplifier, la rendre plus efficace. Voilà. Donc beaucoup de trucs, et je suis content en fait. Quand j'arrive sur le terrain, je le trouve propre, malgré la saison des pluies, donc ça pousse fort. Donc je passe ma vie à débroussailler, mais je vois des dizaines de papillons différents, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a une variété de chenilles. Je vois beaucoup de libellules différentes, de couleurs différentes, ça c'est super. Et voilà, c'est super calme. Un peu chaud, mais super calme. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'ai parlé engrais ici. J'ai parlé inondation sur le terrain, j'ai parlé un petit peu des fruitiers, et j'ai parlé de la rencontre que j'ai faite hier avec un passionné, et en tout cas un sachant du monde agricole local, et qui a à cœur de développer toute cette production alimentaire qu'on pourrait faire comment dire, de la meilleure façon, pour créer de l'emploi, et puis aussi pour améliorer le quotidien de certaines personnes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, poser des questions, ce que vous voulez, ou même me contredire sur certains points, il n'y a aucun problème. Moi je découvre tout, je connais pas encore tous les termes techniques, je me fais ma propre expérience et je me plante, mais en tout cas j'essaie de faire quelque chose. Ciao les amis.